Bonjour Mary. Bonjour Echo, bonjour à tous. Notre première impression après avoir vu l'épisode 5 n'a pas été très chaleureuse. Nous ne parlerons pas de la mise en scène ni des acteurs, car sur ces sujets, il n'y a rien à dire sinon bravo. Bravo à la qualité de la réalisation, de la lumière et de la photographie. Bravo à l'immense qualité de l'interprétation. Et maintenant que la série arrive à son final, nous ne pouvons que remercier tout ce qui nous a tenus en haleine pendant presque 10 ans. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de parler de l'épisode 5 et du teaser de l'épisode 6, en analysant surtout les personnages et la cohérence scénaristique. C'est parti. Le Trône de Fer est sur le point de s'achever. Tous ces personnages aux motivations ambiguës et aux trames complexes, toutes ces prophéties vraies et fausses, tout ce mélange d'histoire et de mythologie, c'est ce que nous adorons depuis plusieurs années. Mais dans cet épisode, l'humanité semble condamnée à répéter les mêmes schémas destructeurs. L'épisode commence avec Varys, dont le destin est déjà tracé. Son arc narratif se collapse dans un murmure, un chuchotement. La question est de savoir s'il a pu envoyer au maître, au nouveau prince de Dorne ou à d'autres, les parchemins sur la filiation de Jon Snow. Mais tout cela semble expéditif, car enfin, sa trahison réelle ne date que de l'épisode précédent. Encore un rush scénaristique. Daenerys, hallucinée, nous présente un reflet de son père, Aerys le paranoïaque. Dès cet instant, nous savons que la bataille de Port-Réal sera une boucherie. Adieu à son évolution et son image de libératrice. Bienvenue à la Reine des Cendres. Cela fait 7 saisons que nous voyons se construire des arcs narratifs et des personnages complexes. Toutes ces intrigues étaient travaillées, et c'est ça la force du Trône de Fer. Mais ce dernier opus est très amer. Cette fin presque apocalyptique en dit finalement beaucoup plus sur nous-mêmes que sur l'histoire. Tout va très vite, pour mieux nous étourdir et nous faire oublier les incohérences du scénario. Ce que l'on nous avait fait suivre comme une intrigue majeure, la vraie guerre contre les morts, ce n'était finalement qu'une aventure sans lendemain, un incident sans conséquence pour Westeros. Comme si, quelles que soient les menaces extérieures, elles ne sont rien en comparaison des hommes, ultime fléau d'une humanité décadente. À peine la menace du roi de la nuit écartée, presque tout le monde se rend à Port-Réal pour en finir avec Cersei Lannister. À Port-Réal, tout s'accélère. Un seul dragon contre toute une flotte, des remparts en flammes, scorpions inclus, les portes de la ville explosent. La compagnie dorée balayée en quelques secondes et les troupes conquérantes qui entrent à Port-Réal. La réalisation est extrêmement bien maîtrisée et la destruction du Donjon Rouge est certainement la scène la plus réussie. Le symbole de la gloire des rois de Westeros s'effondre, rappelle que nous sommes bien à la fin de la saga et que plus rien ne sera comme avant. Quelques secondes de silence après les cloches de la reddition, et tout s'emballe rapidement dans le bruit et la terreur, le feu et le sang. Une tragédie qui ne semble pas vouloir finir. Les cloches ne sonnent pas le glas de Cersei, mais celui de la raison et de la cohérence. Encore un arc narratif qui vole en éclats, nous laissant désemparés devant tant de bêtises. Sommes-nous seuls à penser que tout cela est précipité? Où est la subtilité des saisons précédentes? Tout arrive en un bloc massif d'informations tronquées dans lequel il devient difficile d'apprécier les nouvelles motivations des uns et des autres, et qui appelle à des jugements hâtifs, ce qui ne devrait pas être le cas dans une série comme Le Trône de Fer. Les deux seuls dialogues qui sauvent cet épisode sont les adieux entre Jaime et Tyrion, puis ceux d'Arya et du Limier, qui se comportent comme l'ami et le père de substitution qu'il est depuis la saison 3. Quant à Cersei Lannister, vilain grandiose qui meurt sous les décombres, c'est petit. Sa fin méritait un autre traitement. Le retour de Jaime apporte l'émotion nécessaire avant que la mort ne les emmène, comme il l'avait toujours pensé. Ce qui est encore moins bien détaillé, c'est le fait que tous les protagonistes ont les mains sales et ont aussi leur part de responsabilité dans le drame de l'épisode 5. Cersei pour utiliser le pouvoir à des fins personnelles, Sansa pour trahir son serment, Tyrion pour de multiples mauvais conseils, Varys pour organiser l'empoisonnement de Daenerys en utilisant une enfant, Sir Davos pour ne pas s'exprimer davantage, Jon Snow pour ne pas assumer ses responsabilités, et bien sûr Daenerys pour obéir à la fatalité de l'atavisme et accomplir ce qu'elle avait juré ne jamais faire, détruire sans discernement. Tel père, telle fille est une idée tellement télescopée que l'on arrive à se demander pourquoi des centaines de personnages sont morts pendant 8 saisons, puisque tout était couru d'avance. Est-il crédible que Daenerys avec un seul dragon puisse tuer en quelques heures plus de monde que le roi de la nuit? On nous a bercé d'illusions, d'indices, de prophéties, et durant toute cette 8e saison, à part Mélisandre et Varys, aucune destinée n'est venue compenser la terrible réalité des bains de sang qui se succèdent à une vitesse vertigineuse. Même la trajectoire ascendante de Jon Snow prend un chemin obscur. Ses tourments intérieurs l'étranglent plus sûrement que la main de la montagne.
Et en parlant de la montagne, on en arrive au Clegane Bowl. C'est épique, c'est impressionnant, c'est long. 9 minutes pour nous montrer la fin de 2 protagonistes secondaires, c'est vraiment disproportionné. Ce qui forcément nous fait regretter qu'une fin tout aussi symbolique n'ait pas été accordée à Cersei et Jaime, des personnages autrement plus importants tout au long de la saga. Dans le Trône de Fer, ceux que l'on nous présentait comme deux vrais héros, ceux qui avaient un objectif commun, changer en mieux l'avenir de Westeros, sont en chute libre dans les abysses de l'autodestruction. Rush scénaristique ou vision réaliste? La vitesse avec laquelle les personnages les plus dignes se détournent de ce qui fait leur force est hallucinante. Peut-être que Sir Thorne avait raison. Jon Snow ne fait que combattre dans les guerres des autres. Celle de Sansa, celle de Bran, celle de Rhaelor, celle de Daenerys. Mais qui est le prince qui fut promis? Qui est celui qui est censé amener une nouvelle ère à Westeros? Allons-nous assister à la chute de tous les héros dans une fausse quête du Graal, longue et douloureuse? Un tel cynisme est un remède radical à toute tentative de changement. Quant au mysticisme dont la saga est pétrie, on n'en parle plus, laissant de nombreuses théories passionnantes tomber dans l'oubli scénaristique. Dans ce chaos particulièrement bien filmé, seule Arya s'en sort indemne, ce qui nous permet de voir l'étendue des horreurs sous une autre perspective. Sa course épique dans la ville, à feu et à sang, le fait qu'elle survive à tout, nous en dit long sur sa relation au dieu multiface, qui va jusqu'à mettre sur son chemin un cheval pâle, figure symbolique de l'apocalypse et de la mort. Dans une indifférence consternante, on assiste depuis 3 épisodes à l'assassinat moral de tous les protagonistes féminins. Lyanna, Brienne, Missandei, Sansa, Cersei, Daenerys. Idem pour les pillages et les viols qui sont commis par des Nordiens hors contrôle et des barbares d'un autre continent. Vergris n'a aucune retenue dans le meurtre, ce qui n'a pas de sens pour ce personnage tout en réserve et en dignité. Même si le contexte de la série est l'époque médiévale, les spectateurs du Trône de Fer, eux, sont diversifiés, et l'image qui leur est renvoyée à travers le pire épisode possible est terriblement négative. Ce n'est pas montrer toute l'atrocité de la guerre qui pose problème, mais le renoncement à un scénario plausible en accord avec le fil de l'histoire. Parce que le Trône de Fer, c'est avant tout une narration subtile et complexe. Les seuls qui achèvent leur arc de rédemption meurent systématiquement. Theon Greyjoy, Jorah Mormont, Sandor Clegane. Le nihilisme comme support scénaristique, c'est ça qui est choquant. Car enfin, comment est-on passé d'une briseuse de chaînes à un tyran fou et sadique? Les auteurs et producteurs voulaient juste s'offrir un retournement de situation sans précédent. C'est très maladroit pour la fin de la saga, et tout aussi maladroit pour amener les spectateurs et les fans plus profondément dans l'univers de Planetos. Comment est-on passé en 4 épisodes d'une héroïne qui sauve de nombreuses vies et se bat contre la monstrueuse armée des morts à une psychopathe qui pratique le meurtre de masse? Dans la saga, à la mort d'Aerys II, Tywin avait ordonné l'ignoble sac de Port-Réal par les troupes Lannister. Ses motivations étaient abjectes, mais au moins elles étaient politiques et raisonnées. Les seules motivations de Daenerys, montrées dans cet épisode, sont un amour déçu et la folie targaryenne qui coule dans ses veines. Une facilité scénaristique, sans autre objet que de nous démontrer le pire de nous-mêmes, sans espoir de briser la roue. Mais la folie n'est pas un argument qui se soutient par lui-même. Robert Baratheon a mis les 7 royaumes en guerre totale. Tywin était un monstre. Tyrion a utilisé le feu grégeois pour anéantir des centaines de vies. Stannis a brûlé sa propre fille, et on ne les a jamais traités de fous. Cersei et maintenant Daenerys sont beaucoup tués. Ils deviennent immédiatement des reines folles, Mad Queen. Certes, on leur reconnaît certaines motivations, mais globalement, jamais la mention de monstres politiques sans immédiatement parler de leur folie. Triste reflet de nos préjugés. Les producteurs étaient clairement décidés à en finir avec la saga. Aucun retour en arrière possible. Si c'est ainsi que les auteurs voient l'aboutissement du Trône de Fer, une œuvre aussi importante que celle de Tolkien, et que nous ne trouvons rien à redire à cette démonstration, alors peut-être que nous sommes vraiment des cas désespérés. Bien sûr, il reste un épisode, mais dans la fameuse fin douce amère que l'on nous promet depuis des années, il n'y a pour le moment que l'amertume, et bien pire encore. Le teaser commence avec Jon et Sir Davos, dans les décombres encore fumantes de Port-Réal. Puis Tyrion s'avance, abasourdi par la tragédie des lieux. Partout, des corps brûlés jonchent le sol. Il lève les yeux vers le donjon rouge, ou plutôt ce qu'il en reste, vestige des temps passés. Arya passe silencieusement entre Dothraki et Immaculée.
Elle a ce regard particulier qui planifie déjà comment remédier à tout ce chaos. Les uniformes des Immaculés forment un contraste saisissant avec le sol couvert de cendres, presque aussi blanc qu'une terre ensevelie sous la neige. Les couleurs utilisées sont froides et bleutées pour une ambiance post-apocalyptique qui n'inspire que la crainte et le désarroi. Les yeux de Tyrion expriment la colère. Il doit certainement s'en vouloir. L'atrocité du spectacle est saisissante. Les Dothraki, fidèles à eux-mêmes, crient à la victoire d'un saccage réussi, derrière des Immaculés parfaitement alignés. La silhouette de Daenerys apparaît. Devant elle, la ville brûle encore. Elle s'avance lentement vers ses armées, seule, impériale. On ne voit pas son visage. On ne sait donc pas les sentiments qui l'animent à ce moment-là. Drogon n'est pas présent, mais en parfait alter ego de Daenerys, et n'est certainement pas loin. La guerre semble avoir laissé la place à une terreur qui ne souhaite pas dire son nom. Après un épisode si dramatique, aucun des personnages ne pourra s'en sortir intact. Daenerys a forgé son destin de la manière la plus funeste. Arya et Tyrion feront certainement leur possible pour modifier cette trajectoire, avec ou sans Jon, qui acceptera peut-être enfin son destin en devenant Aegon Targaryen. Et qui sait, une promesse de renouveau. Ou pas.